Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui un plaisir de recevoir Maxence Cornet. Un plaisir de t'avoir, donc un ami lisboète et avec qui on a déjà fait un podcast sur une autre de mes entreprises, donc Boulinvest. Mais aujourd'hui, on va éviter d'axer uniquement sur la partie investissement qui était le sujet de cet autre podcast, mais plutôt on va parler plus largement de ce qu'on fait en général avec Grandir par l'entrepreneuriat, donc faire des contenus qui sont larges pour vous, avec des retours d'expérience et où toi, Maxence, tu pourras partager tout ce qui pourra te sembler être pertinent. Évidemment, je te ferai rebondir sur des sujets, sur d'autres, mais l'idée c'est qu'on soit à la cool et qu'on échange en douceur. Parfait, avec plaisir. Donc yes, donc pour les gens qui te connaissent pas, parce que évidemment beaucoup vont te découvrir aujourd'hui, si tu devais te décrire, comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui ? Ok, du coup moi je suis un entrepreneur français qui a monté plusieurs business ces dernières années, très orienté fintech, donc généralement on me connaît plutôt par ce biais-là. Depuis mes 20 ans, j'ai monté des business sur le mentorat en ligne, les services de développement logiciel, dans le développement Web3, fintech et encore fintech. Donc que des business web. J'ai jamais fait de business physique, mais voilà pour le parcours. Je me définis plus comme un entrepreneur que comme un profil technique, mais ma force principale sur tous les business que j'ai montés, c'était la partie technique. En gros, régulièrement, moi, je m'associe avec des gens. Il y a un seul projet que j'ai monté tout seul. Régulièrement, je m'associe avec des profils qui vont être plus orientés business ou des profils plus marketing. Là où je suis le meilleur, on va dire, c'est la partie opération, tech, ops tech, un peu de compliance, même si c'est pas ce qui m'amuse le plus. Mais ces aspects-là. Toujours très opérationnel. Même dans la technique, je suis toujours très opérationnel. Donc généralement, ce que j'ai tendance à faire quand les projets que je monte ont une bonne croissance, c'est que je finis par prendre un head of engineering qui va être plus technique, plus se concentrer vraiment sur le développement des produits que je fais. Là où je vais passer un peu plus dans la partie vente très indirecte ou opération, tu vois. Donc au final, tu es un profil entrepreneur, mais entrepreneur qui, par les choses et par ton domaine de compétences, est allé dans la tech, mais où en fait, tu es malgré tout polyvalent dans le fond. Mais comme tout le monde, je pense, il y a des choses où naturellement je vais être plus doué, des trucs où je vais être beaucoup moins doué naturellement. Donc on va dire que tu vois, en marketing, je vais être moins bon que ce que je vais être en technique. Mais effectivement, je me considère beaucoup plus comme un entrepreneur polyvalent que spécialisé. Mais c'est excellent, parce qu'en fait, moi c'est la manière aussi dont je me vois, malgré que toi tu as quand même une grosse expertise technique, mais je me vois pas comme un entrepreneur qui a une forte expertise à un endroit. Je me débrouille un peu partout, mais du coup ça me permet de jongler là où il y a besoin et trouver des personnes qui pour le coup, vu que je maîtrise un minimum le sujet à chaque fois, sont plus compétentes que moi et je pense que c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ça c'est super important ce que tu as dit. Effectivement, il faut essayer dans tous les domaines, quand tu montes des boîtes, d'avoir juste le niveau minimum nécessaire pour identifier les bons profils à recruter sur ce rôle-là. Je recrute pas mal de gens dans les bootcamps de code, genre Le Wagon et tout, mais si tu regardes, par exemple Le Wagon, tu as un taux anormal de succès de leur startup si tu regardes leurs alumni. Et très souvent, si tu regardes ceux qui ont réussi, c'est toujours le même schéma. C'est école de commerce, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à trouver un co-founder technique ou alors ils sont arnaqués quand ils bossent avec des agences parce qu'ils comprennent rien, etc. Finissent par faire une formation de code genre au Wagon ou d'autres bootcamps, mais moi je connais bien l'histoire de Le Wagon. Et quand ça commence à marcher, très rapidement ils prennent un vrai technique entre guillemets à la place de ce qu'ils ont fait où ils vont faire juste le MVP. Mais au moins ils arrivent à parler tu vois, avec ces profils techniques et c'est exactement ce qu'il faut. En fait, il faut avoir ce niveau qui fait que tu es capable de comprendre ce que fait la personne et que tu sais le recruter. Et je voulais rebondir aussi parce que dans ta présentation, je t'ai pas laissé non plus le temps de finir. En réalité, aujourd'hui, donc tu es CTO d'une banque. Je suis CTO d'une fintech qui potentiellement dans quelques mois sera officiellement confirmée en tant que banque. Aujourd'hui, à l'heure où le podcast est tourné, nécessite encore l'approbation du régulateur local au Portugal. C'est très bien de le préciser et ça on apprécie parce que voilà, une fintech, une banque, c'est pas la même chose. Non. Beaucoup de gens pensent que certains organismes qui font des choses similaires à des banques en ligne sont des banques. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout. Et je prends l'exemple de Revolut. Au début, c'était pas une banque. Revolut, c'est une banque depuis peu de temps. Depuis relativement peu de temps. Et là, ils sont en train... C'est pour ça que c'était pendant très longtemps un IBAN lituanien. Exactement, lituanien. Et depuis peu, là, si on ouvre un compte... Alors, je ne suis pas pour retail, mais pour un compte Revolut Business en France, tu as un IBAN français. Et comme tu le disais, ce que les gens pensent être des banques, tu vois, dans les fintech, généralement, elles ne le sont pas. Si je prends l'exemple de la France et je réfléchis à, grosso modo, toute la vague de fintech que les gens utilisent, tu vois, j'avais cité Shine, Conto, tu en as énormément, Alan, etc. Tous ceux-là, généralement, sont des degrés avec des licences différentes de fintech, mais tu en as aucune que je viens de lister qui sont des banques. Bon, Shine a été racheté par Société Générale, alors ça change un peu la donne, mais tous ces noms sont des très belles fintech, mais ce sont des fintech, ils n'ont pas une licence de banque. Une licence de banque, c'est effectivement très différent parce que la réglementation en tout cas est beaucoup plus présente, tu as beaucoup plus de degrés de reporting, tu as beaucoup plus de devoirs en tout cas en étant board member ou CTO directeur d'une banque.
que tu as en fintech. Moi, avant Rova, j'avais monté une fintech en France qui s'appelait Vibe. Et Vibe, c'était typiquement, on était une fintech avec une licence PSP, donc prestataire de paiement de service. C'est quand même un niveau de licence qui était donné par le régulateur local, la CPR, mais on va dire que c'est le premier niveau de licence, tu vois. Ouais. Grosso modo, tu peux ouvrir des comptes bancaires, tu peux avoir des cartes, mais tu peux pas faire de crédit. Et les fonds ne sont pas vraiment chez toi. En fait, tu vois, t'as un partenaire bancaire, une banque dépositaire, où c'était Crédit Mutuel Arkea, et tes fonds de tes clients sont en fait chez Arkea. Parce que toi, tu peux pas manipuler des fonds avec ce niveau de licence. Donc voilà. Aujourd'hui, effectivement, Rova, on est au Portugal. On fait des comptes bancaires pour les entreprises. Alors, ça avait commencé comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus large que ça, comme tu le sais. On s'occupe de tout pour les entreprises au Portugal, de la création de la société, au compte bancaire, aux facturations, expense management, y compris la partie compta, et le crédit, si tout se passe bien. Je vais rebondir en attendant, parce que là, du coup, tu as quand même pris un challenge assez costaud de te dire, OK, dans les faits, tu as racheté une licence bancaire quelque part, que tu espères pouvoir être mis en place et validé pour pouvoir exploiter une activité de banking complètement. Comment t'en es arrivé à te dire, OK, je fais ce challenge-là et j'en arrive, OK, à cette activité. Et là, quelle est la roadmap quand tu fais et que tu prends ce pari d'aller racheter justement une banque? Ok, alors évidemment, tu commences pas à 20 ans à te dire je vais racheter une banque. C'est plutôt un truc que tu fais au bout de 10-15 ans d'expérience dans le milieu. Ouais. En fait, ton point de départ, je pense que comme à peu près 90% des entrepreneurs, c'est de monter une startup qui s'est complètement cassé la gueule dans sa première ou sa deuxième année. Exactement. Qui est le point de départ de beaucoup d'entre nous. Ouais. Tu fais des erreurs, tu apprends des tonnes de choses. Ok, le product market fit, ça a un sens. Ok, être rentable, ça a un sens. Ok, essayer de faire du chiffre, ça a un sens. Ou manager une équipe, c'est pas si trivial que ça. Ouais. Généralement, tu n'as même pas d'équipe dans ta première. Ta première échec, tu as tes copains avec qui tu as monté la boîte. Éventuellement, si tu as levé des fonds, tu as peut-être un employé ou un alternant, mais que c'est tout, grosso modo. Donc la première, c'est tu te casses un peu la gueule comme ça. Tu montes généralement un deuxième projet et tout ce truc qu'on te dit, c'est en tombant qu'on apprend à se relever, c'est véritable en entrepreneuriat. Je pense que tu le sais comme moi. Où à chaque gamelle, la boîte suivante que tu montes, généralement, tu vas beaucoup plus loin en termes d'étapes. Du coup, pour arriver à un projet comme aujourd'hui, tu vois, je suis CTO d'une fintech d'une grosse taille. Il faut voir que derrière ça, il y a eu 3-4 gamelles avant, quoi. Exactement. Et à chaque fois que tu regardes en arrière, tu te dis que les erreurs que tu as faites étaient évidentes. Donc c'est là où tu vois que tu as appris énormément sur l'entrepreneuriat. Carrément. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est vraiment un long parcours semé de chutes. Mais le but, c'est d'avoir appris, d'identifier des niches, de comprendre mieux à la fois dans quel secteur tu veux bosser, parce que tu as aussi ça. Ta première boîte, généralement, elle n'a aucun sens. Ça répond à, grosso modo, à aucun besoin. C'est toi qui essaies de créer un besoin qui n'existe pas. Et quand tu avances beaucoup plus dans le voyage en tant qu'entrepreneur, le point numéro 1, c'est de résoudre un besoin. Enfin, résoudre un problème pour quelqu'un. Ouais. Quelqu'un va vouloir te donner de l'argent, que ce soit un individu ou une société, parce que tu résous un problème dans sa vie. Ta première idée super farfelue, c'est toi qui crée un problème que tu essaies de résoudre. La première société, c'était ça. Je pensais que j'allais résoudre les problèmes des gens par mon idée, alors qu'en fait, ils n'avaient pas réellement de problème. Mais... c'est ça. Pareil, j'avais essayé de craquer le jeu du mentorat en ligne, mais je répondais aux problèmes de personne. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens, et il est bon de le dire, beaucoup de gens, quand je dis gens entrepreneurs qui commencent, ont du mal à pivoter. C'est-à-dire que tu es souvent dans ton premier projet, on a besoin peut-être de faire l'erreur, mais c'est bien aussi de dire qu'on peut éviter cette erreur trop longtemps. C'est qu'on a besoin de pivoter, prendre du recul et se dire que, ok, est-ce que ici je réponds bien à quelque chose ou est-ce que je reste borné? Parce qu'à ce moment-là, on est borné et têtu, on pense avoir la science infuse, on a cet ego qui se développe. Et en fait, on reste souvent borné sur le fait que ça va marcher. Et moi, je me souviens que les premiers projets, je prends l'exemple du e-commerce, le premier e-commerce que j'ai voulu lancer, j'ai dépensé, je crois, 6000 balles de pub. Je laissais activer ma campagne en me disant, elle va devenir rentable. Quand tu es pressé par les fonds, parce que tu as fait une levée, et que ton marché, il est pas prêt, et que tu veux essayer de le brusquer, grosso modo, parce que ça serait ça. C'est ça. Généralement, ça donne pas des très bons résultats, ce genre de choses. Il vaut mieux pouvoir gérer un peu plus en organique, ouais, comme tu disais, financer ta boîte et pour pouvoir tenir plus longtemps, jusqu'à ce que tu atteignes le point, grosso modo, tu as gagné le combat, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, un des domaines où j'ai rentré des clients sans le vouloir, et même à la base, je voulais pas, et avec des prix relativement élevés par rapport au marché en question, c'est sur un marché où j'étais expert de niche. Donc, j'étais pas expert de niche sur la presta, j'étais expert de niche sur le marché en question, le domaine, et parce que je maîtrisais ce domaine, je venais y intégrer les skills. C'était marketing et communication, pour créer des outils, etc. Mais comme je maîtrise parfaitement ce marché-là, donc du coup, je venais intégrer les compétences de communication et marketing dans ce marché-là, et j'arrivais à rentrer des clients malgré moi. Et en fait, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, ça fait vivre une de mes entreprises justement comme ça. Et pourquoi est-ce que ça a marché dans ce sens?
Parce que comme tu l'as dit, j'ai niché une expertise par rapport à une compétence. C'est-à-dire que la compétence, c'est pas celle-là qu'on va nicher. On a la même compétence que tout le monde, on est à peu près bon comme tout le monde, c'est ok. Par contre, je l'ai niché sur un domaine où j'avais moi une vraie expertise et où je sais que l'interlocuteur que j'avais en face, il avait besoin de mon expertise pour lier les outils à ce domaine-là. Et du coup, naturellement, on a rentré des contrats, on prend des 5 000 par mois sur des sujets de communication et marketing, alors que je ne voulais pas rentrer les clients. Mais j'ai mis aussi 5 000 par mois parce que je voulais pas les rentrer. Je me suis dit, au moins là, j'accepte de les rentrer parce que bon, je rentre dans mes frais, j'ai mes marges, ça paye des employés, ça paye ci, ça paye ça. Et je peux me déléguer du temps malgré tout, même si je dois manager un peu, mon temps est ok. Tu utilises la technique du devis trop. Ouais, carrément. Et encore, tu vois, même le 5K, c'était vraiment la fourchette basse. Hein. C'est vraiment pour rendre service aux clients plus. Et en vrai, sinon, c'est des contrats à 10K et basta, quoi. Et après, nous, on a une équipe qui bosse derrière, qui leur crée du contenu, qui leur crée ce qu'il faut pour que ce soit en adéquation avec ce marché en question. Et tout le monde est content, quoi. Si tu devais donner un conseil, là tout de suite, pour des gens qui justement soit se lancent dans l'entrepreneuriat, soit avancent un petit peu dans l'entrepreneuriat et veulent arriver peut-être un jour à une étape d'une entreprise où ils ont, je sais pas, 40, 70, 100, 200 personnes. Bon, toi, t'en es à l'étape où t'en es à 70. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? Ça va être un conseil qui est vraiment pour l'entrée. Quand tu commences dans ton parcours entrepreneurial, je dirais que les choses les plus importantes, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Le premier projet, il faut prendre un produit qui, comme tu disais, qui existe déjà, ou qui existe déjà sur un autre marché, donc tu sais que les gens sont prêts à payer pour ce produit, et tu essaies de juste de faire la meilleure version que tu peux. Tu vois, tu prends un problème simple que tu essaies de résoudre avec une qualité hors norme. Tu vois, tu mets toute ton énergie pour faire un super produit d'un problème tout petit où il y a déjà un marché. Juste ça, tu vas apprendre incroyablement beaucoup de choses et tu vas aussi dérisquer ton business parce que tu sais qu'il a déjà un potentiel ailleurs. Je dirais juste commence comme ça. Soit commence par du freelance et tu essaies de croître ton activité de freelance, soit tu commences par prendre ce genre de projet. Faut pas, sur le premier projet, faire l'erreur classique de tout le monde de prendre un projet beaucoup trop ambitieux ou t'as beaucoup... Je vais pas en parler, mais c'est trop long, mais il y a beaucoup de syndrome dans les développeurs de jeux vidéo indépendants. Oui. Leur premier, tu sais, chaque fois, ils essaient de faire, ok, je vais faire un MMORPG avec un écosystème complet d'achat, 3 continents. Voilà. Et ce genre de trucs ne sortent jamais, généralement. Et les mecs, ils passent leur vie dessus. T'as un cas où c'est vraiment sorti, et il y avait The Retial Multivore, il s'appelle Kenshi, il a passé 12 ans dessus, ça finit par être un succès, mais tu sais, c'est l'exception. La pépite qui sort du lot, quoi. Qui n'arrive jamais. De la même manière que sur ton projet, en fait, tu fais un truc avec un tout petit scope, jeu solo, limite avec des graphiques voxels, enfin tu vois, tu fais un truc très simple. De la même manière que tu ferais sur une startup, faut vraiment viser petit sur le scope du premier business. Honnêtement, je pense que c'est clé. Ça veut pas dire que ton troisième business, ou dans 10 ans, tu vas pas monter un truc énorme, mais la bonne manière d'apprendre, c'est comme ça. Je pense. D'accord. Si je prends du recul aussi, pareil avec mes business, j'ai commencé avec des petits sujets, une petite agence de com à l'échelle locale, puis après on est passé sur des sujets un peu plus larges et un peu plus larges. Et je pense que tu as raison, plus tu commences petit au début et donc tu te rends compte des erreurs qui sont pas si graves et des possibilités que tu peux avoir en face, plus tu auras facilité à refaire à nouveau le process, mais pour quelque chose d'un peu plus gros derrière. Exactement. Ouais. Et tous tes learnings, tous tes apprentissages, tu les auras déjà en place. Donc en fait, comme tu es armé de nouveaux savoirs, tu peux t'affronter à un problème plus important. Carrément. Super. Merci Maxence. Merci Jérôme. Ça a été encore un plaisir. Et écoutez les amis, on est à la fin de ce podcast. On a eu Maxence là qui nous a parlé de pas mal de choses quand même. Il nous a parlé vraiment tant au niveau perso, au niveau vraiment business et vraiment des sujets qui m'ont plu encore aujourd'hui. Je te remercie pour ça. Merci. Et l'équipe, on se dit à très vite. En tout cas, si ce podcast vous a plu, je vous laisse laisser en commentaire évidemment ce qui vous a plu, tout comme ce qui ne vous a pas plu. C'est comme ça qu'on avance. Et on se dit à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao l'équipe.